Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et c'est le retour des parties miniatures. Un retour pas forcément programmé, mais c'est le championnat individuel d'Italie qui a fait que les miniatures sont de retour, puisque dans la première ronde, il y en a eu 3, on peut dire. Donc je rappelle qu'une partie miniature, c'est une partie qui se termine en moins de 20 coups. Alors selon les normes soviétiques, ce serait plutôt 25 coups. Voilà, mais on sait qu'ils sont plus forts que nous aux échecs, donc ils ont des normes un peu plus élevées. Et on y va directement avec cette partie de Michele Godena, qui est peut-être un des plus célèbres joueurs italiens, puisqu'il joue depuis très longtemps à un très haut niveau. Donc un grand maître, bien sûr, il a joué E4. Son adversaire Dvirni, qui est un jeune italien pour le coup, a répondu par une défense française. Et on y va avec D4, D5, cavalier D2, une variante Tarrache, fou E7, une des variantes possibles contre la Tarrache, fou D3, C5. Alors les noirs font un gros combat au centre, D prend C. Cavalier F6, développe une pièce, E prend D, et prise de la dame. Bon, qui peut paraître étonnante, mais la dame plutôt bien placée. Comme il n'y a plus le cavalier en B1, il n'y a pas cavalier C3 qui vient l'attaquer. Bon, pour l'instant aussi, on menace dame prend G2, donc les blancs doivent s'en occuper. Un coup typique pour s'en occuper, bien sûr, cavalier F3, mais dans cette partie, Godena a choisi dame F3. Dame prend C5. Cavalier E4, bon, bien sûr, on va essayer de sortir ce fou en C1. Cavalier prend, dame prend, bon, piège grossier en cas de petit roc, bien sûr, ce serait échec et mat directement. Évidemment, le grand maître qui a les noirs ne va pas tomber dans ce piège. Il joue cavalier D7 pour venir sur F6, cavalier F3, les blancs développent finalement leur cavalier roi, cavalier F6 comme prévu, et la dame se met en H4. Alors, en cas de petit roc, il n'y a plus mat, mais il peut mettre de la pression désagréable avec fou G5. Alors, il a joué cavalier D5, attaque la dame avec le fou. La dame vient en G3, attaque le pion, et il a roqué. Voilà, alors ici, peut-être que certains d'entre vous peuvent se dire, mais pourquoi pas fou H6 avec les blancs? Thème classique, menace mat. Mais ce serait pas forcément très efficace après un coup comme fou F6. En quoi notre attaque a fonctionné, pas grand-chose, hein. Je ne vais pas vérifier cette variante, mais je suppose qu'après fou F6, il n'y a pas de problème spécifique pour les noirs. Je ne sais pas s'il y a encore mieux que fou F6, comme par exemple intercaler un échec ou quelque chose, mais déjà ça suffit. Les blancs ont joué pion A3, pour éviter notamment ce coup cavalier B4 qui permettrait d'embêter ce fou, qui pourrait pas forcément partir à cause de cavalier prend échec, hein. Ce serait embêtant, ce fou qui a une très forte pièce d'attaque pour les blancs, bien sûr. Donc il voudrait le garder. Fou D6 attaque la dame revient en H4, et F5. Probablement que maintenant sur fou E7, les blancs pouvaient essayer quelque chose du style fou. Qu'est-ce que je raconte? Fou E7, échec et mat, d'accord. Ça, c'est fait. Donc, dame H4, menace mat cette fois pour de bon. Et il faut se défendre avec les noirs. Alors, soit une poussée de pion G, H ou F. Bon, cavalier F6, c'était un aller-retour, ça aurait été un aller-retour assez bizarre. Et maintenant, fou G5, c'est un peu agaçant puisqu'on menace de prendre le cavalier pour mater et aussi de casser la structure. C'est un peu délicat. À chaque fois, sur du H6, il y aura des thèmes même de fou prend H6 par exemple, hein, pour montrer un exemple. Fou prend F6, c'est plus direct, hein. Puis on prend un des deux pions, on peut choisir lequel. Les deux ont l'air assez appétissants. Peut-être F6, encore plus appétissant. Voilà, donc bon, il a choisi F5. Dvirni. Qui était le meilleur coup apparemment. Bon, dès qu'on fait G6, il y a affaiblissement des cases noires, c'est un peu délicat, même si c'est pas à la fin non plus du monde. Si on fait H6, il faut à chaque fois calculer fou prend H6 et dire qu'est-ce qui va se passer. Après, pion prend, dame prend, avec menace de mat, il faut faire F5, déjà les blancs peuvent prendre la nulle, ils peuvent aussi essayer de donner le cavalier à l'attaque, c'est tendu. Ici, c'est peut-être nul, mais bon. Peut-être qu'il voulait aussi jouer pour le gain, Dvirni, dès la première ronde de ce tournoi, première ronde qui a fait des ravages en termes de résultats, parce qu'il y a eu 5 victoires en 5 parties. Et Godena a simplement roqué. Ici, c'est amusant car on est au 15e coup de la partie et les noirs ont commis une grosse erreur. Déjà, voilà. Pourtant, ils ont joué un coup extrêmement naturel qui a l'air très plaisant à jouer. Ils ont joué E5, un coup que les joueurs français aiment bien jouer pour réveiller le fou C8. Et en plus, ici, on forme un très beau duo de pions au centre. On menace une fourchette en E4 et on se dit, mais qu'est-ce qui peut nous arriver de mal après E5? On a l'air d'avoir une position confortable. Et en plus, c'est un très fort joueur, 2539 Elo. Voilà. Et c'est pas forcément méfié, et donc vous pouvez mettre la pause pour chercher comment Godena gagne ici avec les blancs. Enfin, il joue un coup gagnant, il prend un très net avantage. Alors, c'est dame C4. Dame C4 qui vient, alors ça paye pas de mine,
ce coup parce que bon, on n'a pas l'air de menacer quelque chose et en plus il y a la fourchette E4. Donc je trouve ce coup assez fantastique personnellement. C'est-à-dire qu'on bon, on attaque ni le cavalier ni la dame, tous les deux sont protégés, bon, et il peut faire sa fourchette tranquille et pourtant c'est nous qui gagnons. C'est fantastique. D'ailleurs il a fait sa fourchette avec E4 et on va voir l'idée, ça va être la même hein. Sur dame prend C4, fou prend C4, c'est ce clouage terrible, on va le retrouver. Donc sur dame C4 il a joué E4, attaque les pièces, mais en vérité après dame prend, fou C4, il sort de la fourchette et il attaque le cavalier. Ici la variante la plus résistante pour les noirs sans doute c'était se résoudre à perdre un pion en faisant pion prend, fou prend échec, roi dans le coin, fou prend F3. Bon, cette finale est vraiment moche pour les noirs, le fou est très fort et met la pression sur B7, le pion n'a rien à faire en F5, voilà, il est tout seul ici, sans collègue en E5. Avec le collègue en E5 c'était très fort, sans collègue ça ressemble à rien, ça bloque le fou, ça affaiblit des cases, voilà, très, très mauvaise position pour les noirs, très net avantage pour les blancs ici. Peut-être continuer juste fou F4, regardez les fous, ça risque d'être très très fort. Bon, c'était peut-être sa meilleure chance, c'est dire à quel point sa position est déjà inférieure. Bon, toute l'idée c'est que sur fou E6, il y a cavalier G5. Une idée assez connue, et le cavalier embête le fou, et malheureusement, les noirs manquent de soutien par rapport à ce cavalier, et dès qu'on recule, on se fait prendre, et on perd ici. C'est terrible, et on n'a pas de solution contre ça. On peut aggraver la situation en protégeant le fou avec la tour, cavalier prend, tour prend, fou prend. Maintenant, on perd carrément plus de matériel. Donc, eh bien, il n'y a pas de solution. C'est la même chose tout à l'heure, hein. Sur dame C4, échange des dames, fou prend, fou E6, cavalier G5, terrible. Donc dame C4... coup impressionnant. E4 joué par Dvirny. Dame prend, fou C4. Il a joué tour D8 pour protéger son cavalier. En se disant, peut-être, pourquoi pas, ça irait. Alors, est-ce que tour D1 ici fonctionnait Déjà, peut-être que c'était une possibilité de jeu. Mais il faut faire attention à certains coups, car en D1, on n'est pas protégé non plus. Donc, il faut se méfier de certaines découvertes. Simplement, il a vu que fou G5, c'était encore plus fort. Il a joué ce coup très puissant, embête la tour qui protège le cavalier et on sent que la construction noire est un château de cartes qui va bientôt s'écrouler. Il a joué tour D6 et après fou E7, il aurait pu abandonner, il a essayé E3, il était un peu désespéré je pense, et bon, il a abandonné sans attendre la réponse de son adversaire qu'allait être fou prend tour. Et puis le pauvre petit pion prend F2 ne suffit pas à compenser la perte d'une tour entière, puisque si on reprend le fou, on perd le cavalier sur échec, on a une tour de moins, c'est terrible. Bon, mais il n'y avait pas de solution malheureusement après fou E7, puisque si on bouge la tour pour protéger le fou, on perd aussi. Là, on perd encore la totale, hein. C'est terrible. Et puis si on recule, juste on perd le fou. Une pièce. Alors, on perd le fou. Non, on se prend cavalier E5 probablement. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quand même différentes variantes. On va vérifier ça, parce que j'ai un doute. Oui, on prend le fou, il prend le cavalier. Et tout simplement, on cloue voilà. Ce cavalier qui est déjà cloué en vérité. C'est pas qu'on cloue, c'est qu'on l'attaque. Toujours attaquer la pièce clouée et on gagne le cavalier. Voilà, tout simplement. Donc, eh bien, terrible ce coup. Dame C4, sorti un peu de nulle part, qui laisse la fourchette en attaquant pas forcément grand chose, mais qui prend un très net avantage pour les blancs. Et donc, victoire en seulement 21 coups. Non, même pas 20 coups, voilà, miniature 20 coups de Godena. On enchaîne tout de suite avec une autre miniature. Dans cette même première ronde du championnat d'Italie. Donc c'est Alberto David qui a les blancs, un joueur bien connu puisqu'il joue très souvent en France. Joueur bien connu en France. F3 pour faire E4. Bon, cavalier C3, on avait dit tout à l'heure que la dame ne se fait pas attaquer, là elle se fait attaquer. Donc c'est. Et alors regardez ce début de Garcia Palermo, pourtant un joueur classé 2440, il va mettre sa dame en B7. Qu'est-ce que c'est que ça? E4, bon ben... grand maître Alberto David 2570, il lui dit, bon ben voilà, j'ai pris le centre, et toi, qu'as-tu fait? Ah, t'as mis une dame en B7. Ah, ouais, pas mal quand même. Impressionnant. Bon, alors c'est presque miraculeux que les noirs aient résisté aussi longtemps avec une dame en B7 et un début aussi raté. E6, fou C4, allez, on regarde la partie. Donc il est déjà sur le point de créer un pion passé avec les blancs. Bon, il a décidé de jouer plus ouvert avec cavalier prend plutôt que de créer un pion passé qui aurait pu se faire bloquer pour assez longtemps finalement. Et peut-être les noirs peuvent respirer. Essayer de faire cavalier prend. Cavalier prend, fou prend, cavalier C6. Les noirs survivent de justesse. Cavalier E2. Bon, et c'est intéressant de voir que
les blancs n'ont pas essayé de ruiner la position noire sous prétexte qu'il y avait une dame en B7. Ils ont joué de manière très classique, ils ont développé les pièces. Regardez, dame B3, tour D1, la tour sur la colonne, il sort son fou, il enlève son roi, coup prophylactique pour éviter des problèmes sur la diagonale. Cavalier B4, il enlève son fou, il veut pas laisser l'échange cavalier contre fou. La dame revient sur sa case fétiche, bien sûr. Fou prend B4, pion prend B4, cavalier. Et alors là, c'était assez intéressant à la fin de la partie. Enfin, très abrupte, alors que cette position plutôt équilibrée. Après cavalier F4, bon, qui est très normal. Les noirs ont craqué, avec fou C5. Premier craquage, qui n'a pas l'air d'en être un à première vue, hein, mais c'est un problème. En fait, il fallait tout simplement jouer à 5. On a une construction assez solide tout de même. C'est pas du tout facile pour les blancs de nous mettre en déroute, hein, malgré notre début totalement bizarre, ubuesque, avec une dame en B7. Maintenant, la position se tient à peu près. Donc, mais lui, il a joué fou C5. Garcia Palermo. Et après cavalier D3, il est embêté parce qu'il a son pion en prise, alors il le protège. Et après cavalier E5, il abandonne. Fantastique. Le cavalier, il a juste fait une manœuvre cavalier F4, cavalier D3, cavalier E5, et c'est abandon. Alors pourquoi abandon? S'il y a un problème sur F7, on a attaqué 3 fois, on n'arrive pas à le régler. Par exemple, fou 8, on perd la tour. Et par exemple, fou C8, on se dit je protège quand même, c'est pas mal. Bon, bah juste on échange les tours. Il doit reprendre, et on prend F7, et c'est la fin de la partie, car on menace la tour, et aussi découverte qui gagne la dame. Terminé pour cette partie. Le meilleur, c'était sans doute fou E6, voilà. Et bon, il n'avait pas envie de jouer cette position. Alors d'ailleurs, il faut intercaler au moins l'échec en D1 pour les noirs, ouais. Mais après ça, bon, on est pas mat immédiatement, mais pas loin. Hein. Bon, alors attention, ça marche pas le cavalier F7, parce qu'il y a le fou qui surveille la case, donc à la fin, ça va revenir, mais... Bon, c'est une catastrophe, la position. Le cavalier est fantastique. Je sais pas, peut-être tour D7, c'est un coup qui mène un très grand avantage, voilà. C'est peut-être tour D8, c'est sympathique d'ailleurs comme coup. Ça peut être... Ah, attention, je montrais ça un peu à l'improvisation, mais regardez, après tour prend D8 qui a F7 échec, on pourrait se dire c'est génial, car je vais reprendre la tour sur échec, puis la dame, par exemple sur G8, hein, échec, et pique la dame, donc fantastique. Mais en fait, sur cavalier F7, dame prend. Et là, c'est la surprise. Et là, si on prend la dame, on est mat. Voilà, donc attention toujours, restez vigilant, c'est pas parce qu'on est en mode attaque qu'il faut pas se méfier. Il faut toujours se méfier aux échecs, on peut se prendre des contres. Voilà. Donc, bon, bah tout simplement, après cavalier 5, il a préféré abandonner. Donc un rude début. Bon, alors c'est pas tout à fait miniature de 20 coups, c'est 22 coups. Bon, mais quand même extrêmement court. Allez, on enchaîne. On se fait plaisir avec ce championnat d'Italie. Alors ça, c'est une partie... de Stella, c'est celle que je voulais vous montrer à la base en fait, celle qui a attiré mon attention. 20 coups pile et une victoire des noirs. Alors je vais pas vous la montrer en détail, je vais juste montrer la fin parce qu'elle est analysée de manière excellente et très détaillée sur la chaîne Blitzstream. Voilà, donc je vous invite à aller la voir, elle a été analysée très récemment sur cette chaîne, donc on va juste faire défiler la partie. Je vais montrer le moment critique. Voilà, ici, les blancs ont choisi de laisser leur roi au centre, ce qui était assez discutable, notamment maintenant parce qu'il ne peut plus roquer pour l'instant. Alors, des fois, on peut se cacher en F2, mais voilà, il faut faire attention. Et ici, alors que les blancs pensaient quand même qu'attaquer la dame avec un fort cavalier en D5, c'était satisfaisant, ils se sont fait réfuter par tour prend D5. Obligé de dame prend D5. Tour D8, abandon. Abandon parce qu'il va y avoir un terrible dame E5. La dame doit aller en C6 ou en B3. Dans les deux cas, il va y avoir dame E5 attaque la tour et menace mat en G3 ou voire même en C3. Alors non, il n'y aurait pas mat en C3, mais ça dépend des variantes. Mais en G3, ce serait un mat assez élégant, par exemple, on peut montrer. Alors là, c'est juste qu'on va ramasser les tours, voilà. Et puis, bon, s'il vient en B3, par exemple, dame E5, ici, il bouge sa tour. C'est un beau mat, quand même. Voilà, bon, je vous invite à aller voir vidéo très détaillée de cette partie, très bien expliquée, avec plein de possibilités différentes pour les blancs et les noirs, sur la chaîne de Kevin. Alors on enchaîne, nous, avec notre dernière partie pour cette première ronde. On est toujours dans la première ronde, imaginez la richesse de cette première ronde. Parfois, il ne se passe pas grand-chose dans une première ronde de tournoi ou de championnat, enfin, surtout de championnat. Les joueurs sont prudents, ils se jaugent, bon, ils veulent rentrer doucement dans le championnat, parfois, il n'y a pas beaucoup de victoires. Voilà, 5 parties, 5 victoires. Allez hop, c'est fait. On ne regardera pas la 5e, qui est une victoire du jeune Moroni, qui était pas mal contre, je sais plus, voyons si on peut, contre Genocchio. Voilà, alors excusez ma prononciation de l'italien, je ne parle pas du tout italien.
Voilà. Bon, et on va conclure, on va se mettre du côté des noirs. On va conclure cette première ronde, donc qui a eu lieu il y a quelques jours, hein, parce que là, ils en sont à peu près à mi-tournoi. Et c'est justement ce maître italien de 25 ans, Valsecchi, qui a les noirs dans cette partie, qui joue contre un Italien plutôt connu depuis quelques années, qui s'appelle Brunello, qui est grand maître, qui joue une anglaise. Décide de faire un peu en mode réti avec B3 fou B2. On va passer rapidement l'ouverture. Chaque joueur développe ses pièces. On est même pas loin d'avoir un miroir ici. Bon, au lieu de faire C5, qui aurait fait un miroir, il a décidé de faire D5. Attaque au centre. Cavalier C3. Bon, on y va. Alors, les blancs font un schéma hérisson. Type hérisson avec une dame en A1. et tour D1. On se retrouve avec une structure de pion pendant. Voilà, structure de pion pendant. Donc, quelqu'un me soufflait de faire pourquoi pas une masterclass sur ce thème. Bon, je sais pas si c'est une structure que les joueurs rencontrent beaucoup dans leur partie, donc je pense pas que je ferai ça. Mais par contre, si vous êtes intéressé par cette structure de pion pendant, il y a eu une vidéo qui est sortie très récemment sur la chaîne d'Igor Nataf, grand maître français, qui est assez longue et avec des questions détaillées. Voilà, une partie entre fort grand maître sur cette structure de pion. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Il y a eu Dame 7, G3, Tour FE8, Tour C, D2. Donc regardez, l'idée c'est que les noirs doivent réussir à tenir leurs pions, les blancs font pression sur ces pions. Ça va être très intéressant ce qui va se passer, très complexe également. Donc, les blancs veulent échanger les dames, puisque souvent les pions pendants ça peut donner un potentiel dynamique pour le joueur qui les a. À un moment il va essayer d'avancer. Il y a une célèbre partie, c'est Nimzowitsch-Tarrasch, ou Tarrasch, qui était pourtant pas réputé forcément pour ses capacités d'attaquant, a fait une très belle victoire avec les noirs, sauf erreur de ma part, sur ce thème, avec une partie sur le thème des pions pendants. D4, donc il avance. Alors voilà, là c'est, pardon, moment important parce que les blancs viennent de proposer l'échange des dames et les noirs décident de répondre par un sacrifice de pion. Voilà, D4, pion prend, tour prend. Bon, les blancs gagnent un pion. Fou C5, il échange les dames, tour prend. Tour échec, tour prend, roi H7. Cavalier A4 attaque le fou, fou A7. Voilà, son idée c'était de se dire, bon, eh bien écoute, maintenant tu as tes cavaliers sur les bords, et moi j'ai deux fous qui pointent vers ton roi, et on va voir ce qui se passe. J'ai les cavaliers pas loin, la tour, fais attention, elle est en face de ton fou, attention si j'arrive en E1 ça peut être mat, parce que mon fou couvre la case G2. Voilà, il s'est dit, il peut y avoir du jeu. C'est vrai qu'il y a du jeu. Roi F1, il se méfie. Cavalier EG4, attention, attaque F2, attaque H2, il y a le fou là-bas qui aide. Ça peut être tendu. Cavalier F3, fou prend F2. Tour F8 bien joué. Cavalier E4, il y a du monde qui arrive sur le roi. Hein. Et là, dommage, les blancs ratent le gain. Le grand maître Sabino Brunello là, qui joue fou D3 pour clouer le cavalier. Il se dit, bon, qu'est-ce qu'il y a de mal à jouer fou D3? Je cloue quand même la pièce. Dommage, il a raté cavalier échec. Tout simplement pour faire fou prend. En fait, l'idée, c'est qu'en fait, fou prend, on attaque la tour. Et attention, parce qu'on peut enchaîner du fou F5 avec l'idée d'éliminer le cavalier pour prendre le fou. Et cette tour, malheureusement, regardez, n'a pas de case satisfaisante. Elle ne peut pas aller par exemple sur F6 ou sur E5 pour nous empêcher de faire fou échec, parce que notre fou au B2 qui surveille. Et c'est pire que ça, c'est que si on joue par exemple tour E7, on se prend fou F5 échec, et c'est pas qu'on perd une pièce, bon, peut-être perdre une pièce, mais peut-être se faire mater, en fait, tout simplement, comme ça par exemple. Échec et mat. Ou comme ça. Voilà, bon, mais c'est terrible, il a raté ce coup qui a G5 échec, qui gagnait minimum une pièce apparemment. Je fous D3, bon peut-être le Zatnode aussi. F5, bon voilà, il stabilise ses cavaliers. Bon, c'est compliqué, hein. Simplement l'idée c'est tour prend, cavalier échec, pique la tour. Et les blancs craquent, il joue roi G2. Il devait éliminer au moins un cavalier, et ça allait mener apparemment une partie nulle. Fou prend tour F7, attaque le pion G7, c'est désagréable à gérer. Disons par exemple, roi G8, tour prend, roi F8, cavalier bouge, et bon, c'était chaud, on a failli se faire mater par fou D3, mais on se fait pas mater, c'est équilibré. Voilà pour cette petite variante, donc il a joué roi G2, et là il va subir cavalier E3 échec. Il doit aller sur le bord, c'est embêtant. Il n'est pas allé dans le coin, parce que déjà cavalier prend échec suivi de fou prend F3, ça ne faisait pas rêver. Donc ici position gagnante pour les noirs. Et je roi H3. Tour G6. Alors attention, ce pauvre roi commence à se faire totalement encercler par les pièces noires.
et ne va pas en réchapper. Cavalier E5 attaque la tour, tour G5. Alors, menace très basique, échec et mat. Les blancs se défendent contre cette menace. Et je vous invite à mettre la pause pour chercher le beau final joué par ce jeune maître italien, Valsecchi. Donc, alors c'est marrant parce qu'il joue fou 2 pour empêcher tour H5 et il se prend tour H5 échec quand même. C'est frustrant. Fou prend. Cavalier G5 échec. Le roi n'a qu'une seule case. Et on finit par un mat ô combien élégant. Cavalier G2 mat. Voilà, ça me fait un peu penser à une partie d'Alekhine qu'elle a gagné avec les noirs. On faisait un mat comme ça avec les deux cavaliers. Partie assez courte. Voilà pour cette nouvelle. Alors pas miniature hein, pour cette dernière à 36 coups. Je voulais vous montrer quand même ce mat très élégant, même si c'est pas une miniature, avec les pièces mineures. Quand même pas tous les jours qu'on peut faire mat avec deux cavaliers comme ça. Et un petit mot final pour vous dire qu'en ce moment, bien sûr, il y a le tournoi de Londres avec tous les meilleurs joueurs du monde, avec beaucoup de nuls. Voilà, donc bon, on voit que dans un championnat comme le championnat d'Italie, où pourtant les joueurs sont à un niveau assez proche, vous voyez, 2500, 2480, etc. C'est assez serré, mais c'est pas la même chose. Ça débouche pas forcément sur des nuls parce que les joueurs font plus d'erreurs, tout simplement. Voilà. Donc, comme le jeu demande erreur, les joueurs de ce niveau-là en font davantage et leurs adversaires peuvent en profiter. Mais les joueurs du monde font très peu d'erreurs, donc forcément, c'est très dur de les battre. Et donc, souvent plutôt, ça peut se déboucher par des parties nulles, de manière assez logique. Et bon, on va pas se plaindre de voir des parties sans erreur, tout de même, parce que je sais que les spectateurs parfois veulent du sang, ils veulent des erreurs, ils veulent des vainqueurs, mais bon, s'il n'y a pas d'erreur, c'est quand même aussi assez satisfaisant. Ça veut dire que tout le monde joue bien. Bon, c'est un peu la base quand même quand on joue aux échecs. Le but c'est de bien jouer. On est assez souvent déçu de mal jouer pour pas en plus se plaindre quand les joueurs jouent bien. Je veux dire, voilà. Petit mini mise au point, voilà, par rapport à ça. Et puis, il y a le championnat de Russie. Je crois que c'est la super finale. Il y a un parcours pour l'instant impressionnant de deux jeunes joueurs qui sont Dubov et Fedoseev. Nouvelle génération de grands maîtres russes qui sont à 3 sur 3. C'est assez dur d'être à 3 sur 3 dans un championnat de Russie pour commencer le championnat. Donc ils sont vraiment bien partis là pour pourquoi pas le titre. Je pense bien qu'ils n'ont jamais été titrés tous les deux. Voilà, il y a Svidler par exemple dans le championnat qui a déjà gagné 7 ou 8 fois le championnat de Russie. Et puis pour finir, et vous entendrez reparler très prochainement, je pense. Ah oui, je regarde la position en vous parlant, et bon, c'était à peu de choses près que les blancs matent eux aussi s'ils avaient eu l'initiative. Bon, c'est pour la petite anecdote. Et c'est eux qui se sont fait mater. Et donc vous entendrez très prochainement parler de l'ordinateur qui s'appelle, je crois, Alpha 0, qui ne connaissait rien aux échecs, et qui a appris en quelques heures de lui-même en fait. Il a été programmé pour apprendre de lui-même de ses propres parties. Il a joué plusieurs millions de parties en quelques heures. En fait, il a joué 44 millions de parties en 9 heures. Et il a appris à chaque fois, à chaque partie. Et ensuite, il s'est fait un petit match en 100 parties contre un des meilleurs ordinateurs, bien sûr, qu'on a au monde. C'est Stockfish, champion du monde en titre des ordinateurs. Et donc il a tout simplement écrasé 28-0, voilà, dans un match en 100 parties, 28-0 avec 72 parties nulles. Donc tranquille, donc là je sais pas quel est son elo, faut calculer, quand tu gagnes 28-0 contre un ordinateur à 3250, quel est ton elo? Peut-être c'est 3500, je ne sais pas. Voilà, donc on vient de passer quand même une étape importante au niveau de l'intelligence artificielle apparemment, donc ça va, je pense... Ça fait les gros titres depuis ce matin, un peu partout dans la presse échiquéenne. Je crois que Blitzstream a prévu d'en parler très prochainement dans une vidéo. Et moi aussi, je montrerai des parties qu'il a jouées. J'ai déjà vu quelques parties de son match contre Stockfish qui étaient assez... J'avais montré déjà des parties d'ordinateur. En ce moment, d'ailleurs, il y a la finale entre Komodo et Houdini. Houdini qui s'apprête à remporter le championnat puisqu'il a 5 ou 6 victoires d'avance sur Komodo. Mais en fait, l'actualité maintenant se déplace sur
ce module programmé par Google, je crois, par DeepMind, et qui a écrasé Stockfish, qui était presque au niveau de Komodo et Houdini. Enfin, même c'est discutable s'il est moins fort ou pas. Voilà, donc impressionnant, et on aura l'occasion d'en reparler. Je vous montrerai des parties qu'il a jouées parce que j'ai vu des très belles parties, et il a monté le niveau à une nouvelle hauteur, voilà, une nouvelle dimension. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, voire même, pourquoi pas, à soutenir la chaîne. Vous avez le lien dans la description si ça vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!